Bonjour Christian Brunier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Encore que je dis merci parce que j'ai lu que vous acceptiez facilement les invitations à manger. Donc vous n'avez pas trop forcé la nature, j'ai l'impression. J'invite aussi beaucoup. Ah. C'est pas que accepter les invitations des autres. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien manger. J'aime bien échanger. Je trouve que le restaurant, le bistrot est un lieu d'échange magnifique. C'est là qu'on a mené les meilleures négociations du monde. Donc il n'y a pas de raison qu'un chef d'entreprise n'utilise pas ceci comme moyen de contact et moyen de résolution de problèmes. J'allais vous demander justement, est-ce que c'est encore d'actualité pour le directeur général des SIG de travailler aussi en partie à table? Est-ce que c'est l'ancienne école ou ça fait encore partie d'une manière de fonctionner? Non, j'espère que ce n'est pas l'ancienne école. Non, je pense que déjà, la journée est courte, donc j'essaie d'utiliser aussi ma pause de midi et souvent la pause du soir pour travailler un peu aussi. Donc on essaie d'optimiser un peu tout. Et puis on est dans un cadre différent. Entre une séance officielle et puis une séance décontractée autour d'un apéro ou autour d'un repas, c'est différent. Et c'est utile. Et c'est vrai que souvent, on construit les accords dans les milieux un peu informels et puis on les valide dans les milieux formels. Donc moi, je crois vraiment à l'échange informel, à l'échange hors PV, à l'échange où on se dit tout et on répète rien. Et puis ensuite, on passe dans le concret et on formalise. Est-ce que du fait de votre fonction, vous êtes beaucoup sollicité? Est-ce qu'on vous invite beaucoup à table? Tous les jours. Non, tous les jours, j'ai quasiment un repas professionnel. Pas pour manger, pour échanger, pour gagner du temps, pour mieux connaître les gens. C'est clair qu'ensuite, on travaille mieux avec les gens qu'on connaît bien. Si j'ai passé un bon repas ou un concert avec quelqu'un ou une sortie avec quelqu'un, je l'appelle plus facilement, je vais négocier, je vais aller plus vite au but. Donc c'est une manière de rationaliser les décisions. Et puis moi, je crois à l'intelligence vraiment collective. Je pense qu'on n'est pas intelligent tout seul. Moi, je crois à la création de liens. C'est la chose primordiale dans la dynamique humaine. Donc il faut créer cette dynamique et quand on est chef d'entreprise, c'est encore d'autant plus important de créer ces dynamiques, que ça soit sur le terrain avec nos équipes, que ça soit avec nos clients, que ça soit avec nos propriétaires, les parties prenantes, la presse, etc. Donc j'utilise tous ces moments. Vu différemment, on pourrait dire qu'il a quand même la belle vie, manger tous les jours au resto. Oui, moi j'ai une belle vie. Franchement, je dis, moi je m'éclate totalement dans mon poste, j'ai un plaisir fou à occuper cette fonction. Je ne l'occuperai pas pendant une durée indéterminée. C'est clair que je pense qu'il ne faut pas l'occuper trop longtemps. Pour l'entreprise, vous avez fixé des échéances d'ailleurs? J'ai fixé des échéances que je ne partagerai pas avec vous. Moi, j'ai débuté à 50 ans comme directeur général. Je pourrais faire 14 ans à la tête de l'entreprise, puisqu'on part à 64 ans à SIG. Ça serait néfaste pour l'entreprise. Donc, je ne partirai pas à 64 ans, ça c'est sûr. Bien, je vous laisse regarder la carte. Oui, volontiers. Moi, j'ai déjà entendu le menu du jour qui me plaît. Ouais. Et on a commencé par un verre de vin blanc, local qui plus est. Toujours. Non, moi j'essaye de boire local. J'aime bien les bons vins. Ouais. Il y en a partout dans le monde. Donc il faut découvrir, mais l'idée c'est d'avoir des circuits courts. On est aujourd'hui en urgence climatique. C'est complètement idiot de consommer du vin d'Afrique du Sud en Suisse. Ça n'a pas de sens. Socialement, ça n'a pas de sens parce que l'exploitation humaine et les conditions de marché ne sont pas les mêmes. Et puis, en termes d'écologie, c'est une bêtise. Donc, de temps en temps, ça peut arriver. Mais de manière générale, moi, je bois local. Donc, je vais boire du Genevois à Genève, je vais boire du Vaudois dans le canton de Vaud, je vais boire du Sud-Africain en Afrique du Sud. On l'a tous voyagé beaucoup, alors. Il faut voyager pas beaucoup. Il faut rationaliser aussi ses déplacements. Mais on est tous dans l'ambiguïté. Il n'y a pas des gens qui sont en écologie parfaite. Donc moi, j'essaie de faire très attention. Mais j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime le contact humain. Donc forcément, je voyage un peu. Mais j'essaie de rationaliser un peu mes voyages et puis de voyager, si possible, en train quand c'est possible. Pas trop en avion. Quand on voyage en avion, on compense nos billets au niveau CO2, etc. Ouais, vous compensez comment ? En finançant des actions de compensation. Alors il y en a certains qui se disent tu te donnes bonne conscience, c'est un peu vrai, mais ça finance quand même des projets très intéressants, souvent dans des pays relativement émergents. Donc en plus, l'impact est fort, très fort, souvent. Et comme je dis, on n'est pas parfait. Donc même les plus écolos prennent de temps en temps l'avion, les plus écolos mangent de temps en temps de la viande. L'important, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de le faire au mieux possible. Si tout le monde faisait au mieux possible, on ne serait pas en urgence climatique. Dans votre quotidien, sur les produits de saison, sur les produits locaux, vous arrivez à tenir une ligne à peu près cohérente? J'essaye. Cohérence totale, en tout cas pas. Malheureusement, je roule en voiture de temps en temps, même si elle est hybride et grandement électrique et que j'ai bien sûr que de l'électricité renouvelable, mais néanmoins ça pollue. L'activité humaine pollue. Donc de nouveau, il faut qu'on
qu'on vive quand même, mais par contre je fais très très attention, on mange local, on mange principalement bio, on mange de saison, on fait attention à nos déplacements, on fait attention à nos consommations énergétiques, on boit que de l'eau du robinet, en tout cas dans les pays qui peuvent, mais en tout cas à Genève on boit que de l'eau du robinet. Je suis marié à une ancienne députée verte, et moi je suis aussi très vert de cœur. J'ai lu, pour revenir à la table, que vous aimiez la gastronomie, mais que vous étiez difficile pour bouffer, et j'insiste sur ce terme parce que je crois que c'est le vôtre. Bouffer, ça veut dire quelque chose. Bon, on boit un verre, là. Oui, allez, santé. Mais sur cette notion de bouffer, c'est particulier de dire bouffer. Ouais, parce que je viens d'un milieu populaire, donc on ne parle pas toujours correctement dans les milieux. Non, moi je pensais que c'était le côté gargantuesque. Non. Ouais, j'ai pas une ligne pas trop mal, quoi. Même si je devrais faire quelques efforts. J'ai une vie un peu sportive, même si je fais aucun sport, hein. Le sport que j'ai fait dans ma vie, c'était souvent sous forme de jeu, que je joue un petit peu au foot, je joue de temps en temps au tennis, je faisais des petites choses comme ça. Il paraît pourtant qu'il y a une magnifique salle de sport au SIG. Et oui. Et alors ? Mais je promeus le sport, bien sûr, c'est bien. Et maintenant, il faut pratiquer. Sans excès. Mais moi, j'ai pas le temps d'en faire, puis j'aime pas souffrir, donc j'aime bien le jeu. Donc je fais du sport par jeu. Autant j'aime bien réussir ce que je fais, mais j'ai pas un esprit de compétition envers les autres. J'aimerais réussir des objectifs. Je suis assez ambitieux au niveau objectif. Par contre, moi, battre celui d'à côté, je m'en fous, quoi. L'important, c'est de faire bien, de faire le mieux possible. C'est pas de battre l'adversaire, quoi. Donc, j'ai à ce niveau-là très peu d'ego. Et puis, j'ai jamais eu l'esprit de compétition, quoi. Donc, même si j'aimais bien gagner au jeu, puis j'aimais bien gagner au football, mais c'est pas un esprit compétiteur. Et comme j'aime pas souffrir, j'aime que le plaisir. Forcément, je suis pas un grand sportif, quoi. Donc, j'aime bien manger. Mais je pense pas que je suis dans les excès. J'aime plutôt la qualité plutôt que la quantité. En parlant de qualité, tout le monde m'a vanté aussi la qualité de la cantine des SIG. Elle est excellente. Ah, il paraît. Parce que pourtant, vous n'y mangez pas. Oui, j'y mange, bien sûr. Ah bah. Ça, c'est une rumeur. Non, j'y mange au moins une fois par semaine. Je reçois du monde aussi quand même à la cantine des SIG, assez souvent. Donc, quand je dis une fois par semaine, c'est plutôt en 2 et 3 fois par semaine. Mais c'est vrai que j'aime bien changer. Donc comme je bouge beaucoup, j'aime bien manger ailleurs que tout le temps à SIG. Ma vie, elle n'est pas tout le temps à SIG, même si elle est tout le temps reliée à SIG. Ça, c'est vrai. On va lancer la commande. On était parti sur 2 menus du jour, du coup. Exact. Sur la cantine, vous avez aussi votre mot à dire, cantine des SIG. Sûr. Alors c'est ma première décision d'ailleurs. C'est vous qui faites les plats. C'est ma première décision. Avant que j'arrive, il y avait régulièrement du vin étranger qui était servi et très peu de vin genevois. Il n'y avait qu'un seul vin genevois, c'était Burgdorfer, un viticulteur que franchement je trouve qu'il est excellent. Regretté puisque Burgdorfer est décédé il y a 1 année, 2 ans maintenant. Mais c'est un très très bon viticulteur, donc il n'y avait rien dans ma décision contre Burgdorfer. Mais j'ai dit, on a une régie publique, on est à Genève, je veux que du vin genevois. Et je veux qu'il y ait au moins 6 viticulteurs différents. Et là, la gérante m'a dit, là, je suis embêté parce que le restaurant, c'est Eldora. On privilégie une carte de vin et on n'a pas beaucoup de choix. J'ai dit, écoute, je ne connais pas ton directeur général. Tu lui dis juste que si il n'est pas d'accord avec moi, je vais le mettre au concours. Donc j'ai fait sa connaissance, on a sympathisé et on a construit une belle carte de vin. Donc il n'y a que du vin genevois. Il y avait 6 viticulteurs dès que je suis arrivé. Maintenant on doit être vers, 15 ou 18 viticulteurs différents. Donc ça tourne. Et le but c'est que tous les viticulteurs puissent un jour vendre leur vin à Eldora de manière momentanée ou durable. Mais on doit privilégier le local. Et ça serait bien que tout le monde fasse la même chose. Mmh. Alors ça c'est pour dans le verre et dans l'assiette ? Dans l'assiette, alors, mon but, on ne l'est pas encore, c'est d'être un restaurant 100% bio et de saison. Donc on a déjà mis des objectifs GRTA, donc Genève Région Terre Avenir, donc des produits locaux. On est en train de mettre des objectifs de saison. Et c'est drôle parce que quand j'ai décidé ça, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Eh oui, le bio c'est cher. On m'a dit c'est cher d'abord. Alors ça c'est le grand truc. J'ai dit ok, combien ? Silence radio. Après on a calculé. Sur un repas, c'est environ 1 franc maximum. Je pense que ça vaut la peine de mettre 1 franc de plus pour avoir de la nourriture traçable, de savoir d'où elle vient et de savoir comment elle est produite et qu'elle soit locale et de saison. Et en fait, on n'a qu'un seul blocage. C'est la viande. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de production bio de viande à Genève pour alimenter rien que notre restaurant d'entreprise. Hein. Bon, c'est quand même 5 ou 600 repas par jour, hein, puisqu'on l'ouvre à l'extérieur. Prix unitaire de ? Ça varie, mais le repas pour nos employés, le repas de base, il est subventionné par l'entreprise, c'est 10 francs. Donc c'est pas très cher.
Le but, c'est de créer des cercles vertueux. Donc, s'il n'y a pas assez de production de viande, eh bien, on va aller voir les producteurs prochainement, puis leur dire, bah voilà, nous, on a envie de faire ça, démarrer avec nous. Et puis, on donne 3-5 ans pour qu'il y ait assez de viande bio locale. Et puis, s'ils ne voulaient pas démarrer, ce qui m'étonnerait, on élargirait un peu la région. On n'irait pas simplement sur Genève intramuros. Et puis après, on a d'autres idées, du style, pourquoi on ne se ferait pas un jour sans viande, par exemple. Et il y a des restaurants qui le font, donc il n'y a pas de raison que SIG ne le fasse pas de temps en temps. En se fixant des objectifs internes pour que ça soit mis en place, à la fois le bio, à la fois peut-être un jour sans viande. Et des objectifs assez courts, quoi. Pour moi, ça doit être 3 ans, donc c'est pas instantané, parce que ce serait des magots. Mais par contre, ma patience a vite des limites, donc 3 ans, ça me paraît assez raisonnable. Dans 3 ans, vous serez encore là? On verra. Bon appétit. Vous avez 2 enfants, me semble-t-il. Oui. Garçon-fille. Oui. La culture alimentaire, gastronomique, nutritionnelle, ça fait partie des valeurs familiales? J'ai 2 enfants et 3 beaux-enfants, dont 2 ont vécu avec moi, donc on est très proches. On est en famille recomposée. Les repas comptent dans notre vie, dans notre dynamique de famille. On aime se voir autour d'un repas en grand nombre, en petit nombre, on alterne. Moi, je suis un animal social, donc j'aime boire du monde, donc je suis jamais seul. Ça, c'est des notions, des valeurs qui ont été véhiculées aussi dans votre famille? À coup sûr. Déjà, dans mes grands-parents, mon grand-père qui était un cheminot d'Annemasse, je crois que je ne l'ai jamais vu seul. Chaque fois que j'allais chez lui, on avait l'impression d'arriver dans un restaurant. Il y avait toujours des voisins, des gens de la famille. C'était le bistrot du quartier. Il était à Château-Rouge, à Annemasse. C'est vrai que c'était une ambiance complètement dingue, quoi. Et c'était vraiment des lieux d'échange intéressants où ça débattait beaucoup, politiquement, mais aussi de plein de faits de société. Donc il y avait cette tradition. Mes parents étaient comme ça. Là aussi, il y avait toujours du monde, où on était régulièrement aussi au resto. On était une famille ouvrière, mon papa était plombier. Mais on allait, malgré tout, malgré qu'ils avaient un petit revenu, ils allaient quand même souvent au resto. C'était des petits bistrots du coin. Mais moi, j'ai vécu, ça va, dans cette ambiance un peu conviviale et de grands débats, de refaire le monde régulièrement au bistrot. C'est quelque chose qui m'a marqué et c'est vrai que je perpétue un peu cette tradition, c'est sûr. Ça vous a nourri pour le coup, oui. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je dis toujours, j'ai eu des parents qui étaient des ouvriers, qui n'ont pas beaucoup lu, qui n'avaient pas une culture gigantesque, qui n'ont jamais ouvert un bouquin de psychologie, par exemple. Mais tout ce qu'ils ont appliqué, par exemple, dans mon éducation, je le retrouve dans les bouquins de psychologie positive qu'on peut acheter aujourd'hui, qui sont à la mode. Ils le faisaient naturellement, mais ils m'ont toujours valorisé. Ils ont valorisé tout ce que je faisais. Ils m'ont toujours soutenu. Ils mettaient de la convivialité. Ils voyaient toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ils étaient hyper positifs. Ouais, d'ailleurs, quand vous décidez de quitter l'école très jeune, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'obstacle. La résistance, c'était les profs, parce que j'étais un assez bon élève. Peut-être pas le meilleur, mais j'étais dans le premier tiers, je dirais. Je ne me retrouvais pas à l'école. Parce que? Je sais pas, c'était trop traditionnel. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et puis j'avais la tête ailleurs. Moi, je voulais faire beaucoup de musique. J'étais intéressé par plein de choses, politiques, culturelles, etc. J'ai lu que vous vouliez gagner votre vie aussi, très tôt. Je voulais gagner ma vie pour faire de la musique et être indépendant. On me disait toujours, mais tes parents, ils sont hyper sympas, puis tu veux partir de la maison. Ouais, c'était mon côté un peu rebelle. Et il en reste quoi de celui qui voulait gagner sa vie pour faire de la musique? Je pense que j'étais pas assez bon pour gagner ma vie en faisant de la musique. J'ai fait le constat en me disant, je suis pas assez bon. Puis en plus, quand on est bon, c'est vachement dur d'en vivre. Et ça devient une corvée comme d'autres métiers. Donc je me suis dit, c'est pas le bon plan. Et puis j'ai fait d'autres choses. Donc je continue un peu à jouer, pas assez, de saxophone. Ouais, saxophone. J'aimerais bien jouer un peu plus, mais j'ai pas le temps. Mais peut-être que plus tard, je reprendrai un petit peu. On verra. Et puis, je suis toujours un passionné de musique. Je crois qu'il n'y a pas une seconde chez moi où il n'y a pas de la musique de fond, du jazz essentiellement. C'est quand même la musique que je préfère, même si j'aime un peu toutes les musiques, mais j'ai quand même une grosse préférence pour le jazz, parce que c'est une musique de liberté, c'est une musique d'innovation, et ça me plaît bien. Vous disiez par manque de temps, est-ce que les responsabilités, hautes responsabilités de directeur général des SIG laissent suffisamment de place à la vie de famille? Est-ce que c'est conciliable? Oui, parce que j'ai décidé que c'était conciliable. Je pourrais me laisser totalement absorber. C'est sans limite une place de directeur général. Moi, j'essaye premièrement d'impliquer ma femme dans ma vie professionnelle aussi, dans tout ce qui est événementiel, etc. Elle est souvent présente pour qu'on soit ensemble. Les limites entre la vie privée et la vie professionnelle sont ténues quand on est directeur général.
parce que je vis quasiment pas 24 heures sur 24, mais presque. Je travaille tous les jours. Depuis que je suis directeur général, j'ai pas arrêté un seul jour de travailler. Ça veut dire quoi, du lundi au dimanche? Ouais, vraiment. Moi, j'ai envie de lisser mon boulot, donc je bosse tous les jours. Je crois que le minimum que j'ai fait, c'est un jour où on m'a opéré pour m'enlever ma vésicule biliaire. Mais je crois que j'ai travaillé 2 heures dans la journée. Ouais, bah, c'est un boulot éclatant, hein. C'est un boulot complètement passionnant. Néanmoins, je crois que j'équilibre quand même assez bien ma vie professionnelle et ma vie privée. J'ai une petite chance, c'est que je dors peu. Donc ça permet... Je dors beaucoup plus qu'à une époque, mais entre, je dirais, 4-5 heures la semaine, puis 5-6 heures le week-end. Avant, c'était plus grave que ça. À une époque, quand je faisais de la politique, j'agendais mes heures de sommeil. J'étais tellement pris dans la dynamique que des fois, j'oubliais d'aller dormir et j'arrivais d'un seul coup à me faire 2 nuits blanches sans m'en rendre compte. Donc là, j'ai dit, il faut faire attention. C'est une maladie. Donc, je me disais, ce soir, à 1h du matin, tu te couches, tu te lèves à 5h, demain, tu te couches à 2h, tu te lèves à 6h, etc. quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était presque gravissime. D'autant plus que dès que je me couchais, je m'endormais d'un seul coup. Donc ça veut dire que mon corps était fatigué, mais mon âme et mon esprit pas du tout. Mais à un moment donné, peut-être qu'on le paye. Donc maintenant, je suis un peu plus discipliné, mais je dors quand même relativement peu. Vous êtes un de ces hyperactifs? J'aime pas ce mot. Alors quel est le bon mot? Je suis un homme très actif. Vous êtes à l'aise sur la communication de votre salaire, ce genre de choses? On peut en parler, moi ça me gêne pas, c'est un salaire public. Le seul truc c'est que je me rappelle jamais. Mais ça c'est l'apanage des bons salaires alors? Non, ouais, c'est sûr. Donc moi je gagne bien ma vie, très mal par rapport à la branche. Je suis sous-payé par rapport à la branche électrique qui est indécente. Il y a des dirigeants des entreprises énergétiques en Suisse. Quand vous dirigez une entreprise comme SIG, il y en a qui sont au million de salaire. Ça n'a aucun sens, c'est indécent. Moi, j'ai 291 000 francs de base, quoi, de fixe. Puis ensuite, j'ai du variable. Et je peux arriver, je crois, au maximum à 370, 360, quelque chose comme ça. Mais c'est impossible. Hein. Tous les objectifs de l'entreprise à 100%, etc. Donc c'est impossible. Vous êtes pas assez ambitieux, c'est pour ça. Non, l'entreprise se porte bien, mais il n'y a quand même pas 100% des objectifs atteints. Ça serait inquiétant. Donc je dois tourner dans les 300 et quelques, 320, 330, 340, 350, suivant les années, avec beaucoup de variables. Ça veut dire que j'ai une caisse de retraite qui n'est pas top, mais je ne vais pas me plaindre, quoi. Je trouve que j'ai un salaire qui est correct. Et les plus petits employés des SIG ont un salaire, ça va de 1 à 6. Et ça, on garde cet équilibre-là. Donc nous, les plus petits salaires, ils sont à plus de 60 000 francs, hein, quand même. Et ça, c'est, je pense, décent. Alors là, ils sont nettement, eux, au-dessus du marché. Mais c'est le marché qui est trop bas. Donc moi, je suis en dessous du marché, mais c'est le marché qui est trop haut. Et eux, ils sont au-dessus du marché, mais c'est le marché qui est trop bas. Donc nous, on a, je trouve, un système salarial de 1 à 5, 1 à 6, qui me paraît bien, qui me paraît décent. Merci de la réponse. Bonne suite d'appétit. Bon appétit. Quand on aime manger, quand on aime bouffer, on aime cuisiner aussi. Voilà la question vache de la journée. Je pensais pas que ce serait celle-là. Hein. J'ai la réputation de... Quand je faisais de temps en temps manger, on m'appelait Lucrèce Borgia. Donc, fils de Lucrèce Borgia. Les gens n'aiment pas ce que je fais à manger. Moi, je trouve que je suis très innovant, mais les gens n'aiment pas ce que je fais à manger. Donc, je suis trop innovant. Trop innovant. Mais j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est la bonne excuse. Je suis sûr que si je prends le temps, j'arriverai à quelque chose de pas mal. Quand je ferai autre chose de ma vie, je pense que je me mettrai à la cuisine. Mais pour le moment, je suis très mauvais. Mais je suis pas très exigeant, c'est-à-dire que moi, je peux prendre un verre de vin avec des bons fromages, ça me va très bien. Donc souvent, on pique-nique. Nous, on alterne un peu au resto et au pique-nique. Et j'ai une épouse qui cuisine magnifiquement bien. Rendons-lui hommage. Ouais, alors franchement, mais pas que là-dessus. Hein. La femme parfaite. Et je le pense vraiment réellement, c'est pas du politiquement correct. J'ai mis du temps pour la trouver. Mais je l'ai trouvée. Ça se mérite. Bien sûr. Alors on a du caviar dans ce plat. Moi, j'avoue, je suis pas un habitué. Est-ce que vous connaissez mieux que moi? Je déteste. Ah, on en revient aux fruits de mer ou Ouais, un peu, ouais. Mais vous l'avez pris en connaissance? Ouais, mais je savais que ça allait être petit. Ouais. Donc je me dis, allez, à la rigueur, je peux goûter un peu. Ouais. Je suis un peu plus aventurier qu'à une époque. Mais c'est vraiment pas le truc qui me botte. Alors, Et vous l'avez goûté, là? Non, j'ai pas encore goûté. J'hésite encore.
Donc le coup de la gauche caviar, ça sera pas pour moi. Bien essayé, mais pas pu. Voilà. Coupé dans l'élan. Alors avec plus de temps, vous auriez pu faire cuisinier. Si je vous laisse toutes les portes ouvertes, vous pourriez faire quoi? Vous aimeriez faire quoi? Ce que je fais actuellement. Non, mais franchement, le job que j'ai, je pense qu'il me correspond pleinement. Donc, je vois pas le poste qui pourrait plus m'intéresser. Ah, si je vous dis saxophoniste dans un groupe de jazz qui fonctionne. Mais j'ai pas le niveau pour m'éclater suffisamment. Oui, mais je vous laisse libre Ah non, cours. bah oui, alors bien sûr. Non, ça serait magnifique, quoi. Ouais. Ça serait magnifique. Mais autrement, pape, si on n'était pas obligé d'être catholique et qu'on pouvait se marier aussi, ça m'irait bien. C'était le premier métier que je voulais faire. Ah bon? Quand j'étais enfant, mais tout petit, hein, je voulais faire pape. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai commencé à poser plein de questions et j'ai vu que c'était pas très crédible l'histoire qu'il me racontait, donc j'ai fui un peu les églises. Mais jusqu'à la première communion en fait, ça rendait fou parce que moi j'ai une partie de ma famille qui sont des communistes français, cheminots, cégétistes, tout ça, anticléricales. Donc ça les rendait complètement fous. Et puis pendant ma première communion, j'ai commencé à poser plein de questions. J'allais à la messe tout seul quand j'étais gosse. Hein. Tout petit, même quand on était en vacances, je disais à mes parents, elle est où l'église? Je vais aller à la messe tout seul. Je sais pas, j'aimais bien ce côté cérémonial. Et puis, à force de poser des questions sur Dieu, sur Jésus, depuis ma première communion, je crois plus en Dieu, je suis athée et vraiment anticlérical parce que j'ai vraiment beaucoup de peine avec le Vatican, avec la politique de l'Église catholique, même si le pape d'aujourd'hui a quelques côtés très sympathiques. Il devrait s'ouvrir un peu plus sur le mariage des prêtres et puis un peu plus sur 2-3 situations comme l'avortement. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il est moins pire que les autres en tout cas. J'ai failli manger avec un pape, vous vous rendez compte? Oui. Vous concernant, j'ai entendu beaucoup de choses positives. J'ai pas eu beaucoup d'échos négatifs. Vos défauts, c'est quoi? Des fois l'empressement. Je pense que je suis des fois un peu trop pressé et ça peut perturber les gens autour de moi. Ça, je pense que c'est un de mes défauts. Autrement, moi, j'ai plein de défauts. Hein, mais... Alors, commençons. Faisons la liste dans l'ordre alphabétique. Non, mais j'ai plein de défauts, mais ça soit peu ou ça ressort de moins en moins. Parce que je pense que je suis vraiment bienveillant. Moi, j'ai envie de faire le bien autour de moi. Parce que c'est bien pour les autres, mais c'est bien pour moi. Quand je vous demande vos défauts, vous me jetez en pâture que vous êtes un peu impatient. Mais vous finissez par me dire que vous êtes bienveillant. Non, mais j'en ai plein. Je suis pas un modèle dans plein de trucs, quoi. Je fais des grandes théories écolo et je pollue un peu. Je fais des grandes théories sur l'égalité des sexes. Je suis pas top dans le partage des tâches, etc. quoi. Mais j'essaie de faire toujours au mieux. Au mieux. Après, l'idéal est très éloigné quand même. Vous avez été député, vous avez été chef de groupe, chef de parti. Est-ce que vous nourrissez encore des ambitions politiques? Non, clairement. Le message est clair. Fin. Non, mais moi je me suis hyper éclaté dans le monde politique. C'est un monde que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est totalement injuste. On n'arrête pas de les montrer du doigt, on n'arrête pas de dire qu'ils sont tous quasiment mauvais, profiteurs, etc. C'est pas vrai. Franchement, dans le monde politique, j'ai jamais vu autant de gens qui donnaient autant au collectif, à la société. Et c'est pas un hasard si on voit que dans le monde politique, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés professionnelles, des difficultés de famille, c'est qu'ils donnent tellement et on reçoit relativement peu. On dit toujours, les politiques, ils ont plein d'avantages. Lesquels? L'abonnement de bus payé, ouais. Bon, ok, mais par rapport au nombre d'heures et au nombre de déplacements qu'on fait... Eu égard à l'actualité, il y a eu quelques avantages qui ont été octroyés. Ouais, mais c'est combien de personnes? Et puis, on a fait tout... Franchement, quand on voit un magistrat qui paye une bouteille de champagne dans un bar, c'est scandaleux. On doit lui taper sur les doigts. Il a dit d'ailleurs qu'il a fait une immense bêtise. Mais c'est pas dramatique non plus, quoi. Il y a des choses plus dramatiques dans la société. J'aimerais qu'on s'indigne autant sur le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. C'est là l'urgence. Donc il y a un magistrat qui a fait une connerie, ok, il le reconnaît, on lui tape sur les doigts, il va arrêter même sa vie politique. C'est du gâchis parce que j'avais pas les mêmes idées que lui, mais c'est un homme compétent. Là où vous parlez des cas qui sont devant la justice, c'est des cas extrêmes. Mais si vous regardez les autres, la plupart du temps, les gens ils donnent énormément d'heures pour pas grand-chose. Pas grand-chose en termes de fric, pas grand-chose en termes d'avantages. Et c'est ça la vie politique majeure. Est-ce que vous prenez un café? Volontiers. Un express? Express, Ouais. sans sucre, sans cuillère, sans lait. Donc pas de politique à l'avenir? Mais la politique, j'en fais.
J'en fais tous les jours dans mes actes. La vie de la cité. Mais pas de mandat politique, ça c'est sûr. J'ai donné 30 ans de ma vie, quasiment jour et nuit à la politique. Je me suis hyper éclaté. J'ai envie de faire autre chose maintenant. Donc je ferai de la politique tout le temps, mais de manière différente. J'ai plus envie des débats partisans. J'ai plus de plaisir à essayer d'humilier l'autre. Ça m'intéresse pas. Parce que vous avez eu du plaisir à humilier l'autre? Non, mais en plénière, j'étais une grande gueule. Donc, en commission, j'étais un homme de compromis, un homme qui recherchait la solution pour le canton, les intérêts du canton. Je faisais abstraction de temps en temps de mes idées sans les trahir. J'ai jamais trahi mes idées. D'ailleurs, je crois pas que je les trahi actuellement. Mais j'étais quelqu'un de consensus en commission. En plénière, j'étais quelqu'un de débat. C'est différent d'être grande gueule et d'humilier quelqu'un quand même. Ah, mais j'ai pris des fois des moyens qui n'étaient pas forcément très top. C'était l'art oratoire quasiment. Et j'étais un peu plus jeune, j'avais moins la manière. Et je pense que des fois j'étais un peu dans l'excès. Oratoire, j'ai toujours respecté les gens. D'ailleurs, j'ai toujours eu des super contacts avec tous les députés. J'ai d'ailleurs créé avec mon ami Bernard Hannon, qui était un libéral pur et dur, mais avec un fond social quand même. Autrement, j'aurais pas été ami avec lui. On a créé le Club de la bière blanche qui réunissait des gens de tout parti. Et le but, c'était de passer des bons moments après la vie politique, quels que soient les débats qu'on avait eus. Et c'était interdiction de parler de politique. L'important, c'était de passer un moment de convivialité, de boire des bières blanches, notamment. Il y avait de l'ouverture pour autre chose. Et de payer des verres, c'est-à-dire de ne pas être au crochet des autres. Quelle belle excuse pour trouver le moyen de boire des bières. C'était une très belle excuse. Et de nouveau, ça nous a permis de régler des conflits politiques ensuite majeurs. Le café, c'est l'allié des longues journées? Non, moi je ne suis pas un accro du café. J'en bois 3 par jour environ. J'aime bien, hein, mais je ne suis pas à 12 par jour. Je crois que j'en ai pas bu avant l'âge de 30 ans. Je détestais ça. Alors soit vous faites les choses très tôt, soit vous faites les choses plus tard. Hein. Je fais les choses très tôt et très tard. Donc j'essaie de me réveiller. En principe, je me lève vers entre 5h15 et 6h. Jamais après. Et puis je me couche, ça dépend, entre 23h et 2h du matin. Suivant ce que je fais. Donc je suis très sage maintenant. À une époque, c'était beaucoup plus qu'Abrux aussi. Ah bon? Mais ça ressemble à quoi? Non, moi j'avais une vie agitée. Pendant un moment, j'aimais beaucoup sortir, je faisais pas mal la fête, je bossais beaucoup, j'ai toujours beaucoup bossé, hein. Mais j'avais beaucoup d'activités, je dirais, structurées, et puis en plus, j'aime bien faire la fête. Maintenant, je suis un peu plus sage, je vieillis un peu, mais pas trop non plus quand même. Je témoigne pour nos auditeurs, vous avez fait un clin d'œil. Donc. Merci Christian Brunier, parfait.